Bonjour à tous, j'ai en plus le plaisir de réduire la durée de votre pause. C'est assez simple puisque je crois qu'on peut faire en 2 minutes. Le dimensionnement, il tient en 2 questions principales et une question annexe. Premier point, c'est quel type de serveur choisir pour consolider. Et là, il y a une démarche relativement simple pour opérer ce choix. Et le deuxième aspect, c'est comment choisir la dimension stockage au sens large. Alors par stockage, moi je dis plutôt stockage sauvegarde. Et sur ce deuxième point, je reviendrai très brièvement sur quel protocole de stockage choisir, comment déterminer sa capacité, comment la calculer, et comment déterminer les briques de solutions qui permettent de délivrer le protocole, la capacité et la performance dont on a besoin. Allons-y. Alors, je suis désolé avant la pause de vous infliger ça. Il y a une solution simple et pratique pour faire ça, c'est la statistique. L'idée est très simple, elle consiste en fait à collecter, ce que vous pouvez faire avec des outils qui sont déjà présents sur vos systèmes, les données de consommation des environnements. Alors, ne vous intéressez pas ou peu à la consommation processeur. Quand on parle de virtualisation, la consommation processeur est bien souvent à peine visible, moins de 4% en moyenne d'après mon observation. Intéressez-vous à deux données, la mémoire, en moyenne 40% d'utilisation, et les I/O. Alors les I/O, c'est les lectures et écritures sur disque. Ce sont les 2 seuls critères qui comptent. Une fois que vous avez fait ça, observez les critères de consommation, vous avez 2 approches possibles. La première qui est de privilégier l'économie du projet. Privilégier l'économie du projet, c'est quoi? C'est augmenter, bonifier ce qu'on appelle le taux de densification. Faire en sorte que le maximum de machines virtuelles réside sur les serveurs. Quand on fait ça, quel est l'objectif que l'on atteint? Tout simplement réduire le coût par instance virtualisée. Plus le taux de densification monte, plus le coût par instance baisse. Deuxième optique possible, maintenir ou privilégier la qualité de service. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est retenir le maximum de consommation des différents environnements. Oui, mais il y a un truc formidable pour faire ça, c'est qu'il faut savoir ce qu'est le maximum de consommation d'un environnement, et c'est ce qui figure là. Alors, tout en haut, vous voyez une courbe classique telle que remontée, j'ai entendu parler d'outils. Moi, cette courbe du haut, elle ne me dit rien, si ce n'est qu'il y a des pics, des trous, et puis que ça se promène de temps en temps. Alors, je me suis rappelé les cauchemars des statistiques et dit qu'il y avait une solution simple qu'on appelle la distribution statistique. Que fait la distribution statistique? Elle calcule pour chaque valeur le nombre de fois que cette valeur est apparue. C'est donc le deuxième croquis. Vous voyez là, même si je suis désolé, le croquis est très petit, que en fait, si la courbe du haut et la deuxième courbe en dessous sont les mêmes, sauf qu'elles sont présentées différemment. Et dans la deuxième chose, on fait apparaître le nombre de fois que chaque valeur est apparue. Qu'est-ce que ça permet de faire? Une chose très simple, c'est de l'écrêtage statistique, même si le terme est barbare. Ça consiste à dire, si une valeur importante, un maximum de consommation est apparu peu de fois, il faut considérer qu'il n'est pas représentatif de l'activité du serveur dont on parle. Alors quand on fait ça, eh bien, ça permet de faire la chose suivante, c'est qu'au lieu de faire la somme de maximum de consommation qui ne sont pas représentatives, on va pouvoir faire une somme de maximum écrété. Faire la somme des maximums écrétés permet de réduire le besoin de puissance et de dépenser moins de sous en infrastructure côté serveur. D'accord? Donc désolé pour les 30 secondes de statistiques. On a là à peu près traité la dimension serveur. Si ce n'est, ensuite vous pouvez faire avec, je suis désolé, je suis un vieux fanatique de la nature et de l'open source. Enfin, Excel n'est pas open source, mais ça marche aussi en OpenOffice. Quand on veut faire de la virtualisation, il y a un moyen simple de transposer l'existant côté serveur du physique en virtuel. Il consiste simplement à vérifier que la configuration serveur qu'on envisage est cohérente. Alors pour ça, il suffit de se dire la chose suivante. En haut, on va mettre le type de machine qu'on envisage avec sa configuration, et puis en bas, on va vérifier si le besoin de puissance en processeur, en mémoire, en I/O et en activité réseau correspond à la configuration qu'on envisage, ou si au contraire on a un problème. Alors un moyen très simple, c'est de mettre des chiffres. Si on se rend compte par exemple que le nombre d'hyperviseurs qu'il faut pour traiter une charge de travail donnée est de 1 ou 2 côté processeur, mais 7 côté mémoire, ça veut dire une chose très simple, c'est que le dimensionnement mémoire qu'on a imaginé pour son serveur virtualisé n'est pas suffisant. Et par une simple opération faisable sur une feuille de calcul, on va pouvoir ajuster le paramétrage mémoire ou la bande passante de façon à arriver à la bonne configuration, celle qui donne un nombre d'hyperviseurs homogène. D'accord? Donc là, on a traité grosso modo la dimension hyperviseur, c'est-à-dire la configuration du serveur cible que l'on retient. Au passage, et bien que je fasse de la virtualisation depuis 8 ans,
tout n'est pas virtualisable, ou plus exactement, il n'est pas opportun ni techniquement ni économiquement de tout virtualiser. Pourquoi ? C'est très simple, si on fait toujours cette méthode un petit peu paysanne d'addition, si j'ai un environnement à virtualiser qui consomme beaucoup d'IO, beaucoup d'entrées-sorties, et que je constitue ma matrice de consolidation, la simple opération d'addition va m'obliger à utiliser un protocole de stockage coûteux, par exemple le Fiber Channel, et donc avec tous les équipements qui s'en suivent, ou à augmenter la capacité pour desservir l'environnement. Alors, est-ce qu'il s'agit de ma part d'un discours visant à vous inciter à ne pas tout virtualiser ? Non, simplement j'aime cette approche un peu plus nuancée qui permet de se dire, quand on envisage la virtualisation des environnements, il faut en mesurer l'impact et arbitrer en connaissance de cause. D'accord ? Donc sur ce croquis, vous voyez des exemples d'environnements, toujours en Excel, qui sont soit très consommateurs en processeurs, soit très consommateurs en mémoire, soit très consommateurs en I/O. Eh bien, en faisant ce qu'on appelle une matrice de consolidation, c'est-à-dire qu'en regroupant tous ces serveurs et en mesurant le besoin de ressources de ces environnements, on peut assez facilement déterminer si ces environnements devront ou pourront être virtualisés. Alors, côté stockage, moi j'ai une grande fascination, c'était le deuxième thème, et j'ai pratiquement terminé, c'était quel protocole de stockage utiliser. Et il m'avait été proposé ISCSI ou Fiber Channel. Alors j'en ai ajouté un troisième un petit peu provocateur, c'était NFS. Alors on n'en parlera pas parce qu'on n'a pas le temps, mais l'idée est très simple. Aujourd'hui on s'intéresse trop souvent à la dimension coût d'acquisition des solutions de stockage, et on s'intéresse très peu à la dimension exploitation des solutions de stockage. On vous parlera virtualisation de stockage, ou PRA, ou PCA, avec tous les bénéfices formidables de la virtualisation. Je suis un peu effrayé parfois quand je me dis qu'un service informatique qui compte parfois 1 ou 2 personnes se retrouve avec 2 baies de stockage de la virtualisation et tout ça qui bascule automatiquement avec évidemment des gens qui consomment le RTT. J'ai tendance à croire que tout ceci ne fonctionne pas exactement comme cela. Alors sur le stockage, c'est pas très compliqué là non plus. Il suffit, si on a repéré le besoin d'IO, c'est-à-dire le besoin en lecture et en écriture, de faire une somme et en face de mettre la bande passante du protocole de stockage et on sait de quoi on a besoin. Alors, il y a quand même 2-3 petites opérations à faire. La première, c'est de séparer lecture et écriture. Ben oui, parce que lire et écrire sur 10, c'est pas tout à fait identique. La deuxième, c'est d'identifier la taille des blocs. Désolé si je deviens épouvantablement technique. Pour faire assez simple, dans la majorité des cas, l'ISCSI suffit à délivrer la bande passante de stockage dont on a besoin. Néanmoins, on observe un phénomène qui va vous aider dans les aspects décisionnels. Si la taille des blocs est assez importante, au-delà de 16 kg de blocs en moyenne, on voit qu'il y a un avantage assez significatif qui apparaît pour le Fiber Channel. Donc grosso modo, si vous maniez de petits blocs, la performance est tout à fait équivalente entre les 2 protocoles, pas plus rapide pour le Fiber Channel. Si vous maniez de gros blocs de données, il y a un avantage assez net, une scalabilité assez forte en faveur du Fiber Channel. Mais pour revenir au choix de la brique stockage, c'est très simple. J'additionne les besoins en lecture et écriture I/O de mes environnements. Je mets ça face à la bande passante de mon protocole de stockage et je sais quel est le protocole que je peux retenir. Pas parce que un tel ou un tel vous l'aura dit, mais simplement parce que vous aurez mis en face des chiffres et que c'est relativement parlant. La deuxième brique, une fois qu'on a choisi le protocole, donc ISCSI, Fiber Channel ou NFS, c'est de calculer la capacité. Ben oui, le coût d'une solution n'est pas tout à fait identique si on dit il faut 5, 50, 100 Tera selon le type de disque ou de dispositif qu'on utilise. Et là, tout ça peut se découper en 2 aspects. Le premier, c'est la puissance de ce qu'on appelle, de ce que personne n'appelle le contrôleur de stockage. Ben oui, parce que, alors Philippe nous parlait des gammes Clarion ou du high-end. Moi, personnellement, j'ai toujours eu une difficulté, c'est de me dire, mais quelle est la différence ? Est-ce que c'est la capacité maximale ? Pas uniquement. La réponse tient aussi en la puissance du contrôleur de stockage, c'est-à-dire la capacité maximale à encaisser une certaine quantité d'entrée et de sortie. Donc, entre le choix du protocole et le choix de la baie, il y a une étape intermédiaire dont peu de gens parlent, c'est choisir le bon contrôleur de stockage, soit avec une solution dite in-band, c'est-à-dire proposée par un fournisseur de baies, EMC, NetApp, Hitachi, IBM, et pardonnez tous ceux que j'ai oublié de citer, mais que vous connaissez certainement, et puis des solutions out-of-band, c'est-à-dire des solutions basées sur la virtualisation du stockage. Un petit commentaire, je suis désolé, je crois que finalement je ne tiens pas parole sur les 2 minutes. La virtualisation du stockage présente, entre autres choses, un intérêt considérable, c'est qu'elle découple les fonctions physiques de fourniture de capacité des fonctions intelligentes de gestion des données et de leur réplication. Donc bien entendu, quand on pense coût d'une solution de virtualisation, quand on pense PRA,
Introduire une brique de virtualisation du stockage permet aussi de s'affranchir de la structure de prix un peu plus propriétaire que fournit un constructeur de baies traditionnel. Donc le protocole, la puissance du contrôleur et puis le type de disque. Et là encore, avec un vieux tableau Excel des plus simples, une fois qu'on a identifié son besoin en I/O, on peut faire un calcul qui permet de dire quel est le bon protocole, quelle est la puissance de contrôleur de stockage dont j'ai besoin et quel est le type de disque que je peux utiliser. Dernière bonne ou mauvaise nouvelle, quand on fait une étude préalable, on observe